La situation est relativement calme sur les différents fronts dans le territoire de Kalehe, au Sud Kivu, selon plusieurs sources locales. Ces derniers alertent cependant sur les renforts en nombre et à maturer de rebelles du M23 dans les villages de Murambi et à Kabuguzi. C'est mardi, pas d'affrontement, dit la société civile locale. Des convois de jeeps ont été visibles dans les deux villages précités. Je cite, « On note les renforcements des effectifs des terroristes du M23 sur les collines de Kabuguzi, à Murambi et Bouerabale. 5 convois de jeeps Land Cruiser pleins sont arrivés à Luhefu Kisale, ajoute la société civile locale, qui alerte les autorités de la place. Je cite, « Les rebelles du M23 sont arrivés à Luhefu, à Kisale, avant de Mukwija, et ont demandé aux prêtres de quitter le Kouva. Et le 3 février, les prêtres sont partis, expliquaient d'autres sources. La société civile a appelé les autorités à la vigilance et au renforcement de mesures de sécurité dans cette partie de la province du Sud Kivu. Lundi, l'administrateur adjoint du territoire de Kalehe, chargé des questions administratives, Archimède Kareboa, a rapporté des combats entre l'armée congolaise et le M23 à Nyamasasa. Le week-end dernier, le colonel Alexis Roussabisha a été tué dans un affrontement entre les FARDC et le M23 sur l'axe Kanyanja, près de Kanyezire. Cette perte a été annoncée par le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Kenge. Les rebelles du M23 ont annoncé lundi et cessé le feu, mais insistent qu'il faut défendre leur position à Kandotak. Pendant ce temps, plusieurs sources alertent sur le renforcement des troupes rebelles en hommes et en matériel dans les territoires de Kalehe. Les forces de défense du peuple ougandais UPDF ont récemment annoncé qu'elles adopteront une posture défensive avancée dans l'est de la République démocratique du Congo à raison de l'aggravation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, marquée par des affrontements entre les M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. L'armée ougandaise précise que cette mesure reste à place jusqu'à la fin de la crise et le retour à la normalité. Elle indique que l'objectif est d'empêcher d'autres groupes armés d'exploiter la situation et de protéger les intérêts de l'Ouganda. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a rassuré que cette démarche est circonscrite dans le cadre de l'opération Souja, en collaboration avec les FARDC pour traquer les forces démocratiques alliées ADF. Selon lui, il faut considérer que le contingent ou le matériel qui a été vu dans cette partie du Grand Nord l'a été dans le cadre des opérations convenues. À depuis de ces partenariats, des soupçons pèsent sur l'Ouganda qui soutiendrait les rebelles du M23. Cette question est gérée au niveau du ministre des Affaires étrangères, a souligné le porte-parole du gouvernement. L'intervention des forces de défense du peuple ougandais UPDF aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans l'est de la RDC a toujours soulevé des questions au regard du soupçon du soutien des troupes ougandaises à l'endroit des rebelles du M23, des gens soutenus par le Rwanda. Selon un rapport des experts de l'ONU publié l'année dernière, l'armée ougandaise collabore avec les rebelles du M23. L'armée ougandaise avait catégoriquement nié les implications dans les soutiens au groupe rebelle du M23 en réponse aux accusations formulées par des experts des Nations Unies. Lors d'une déclaration officielle l'année dernière, le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kulaingue, a fermement rejeté les rapports onusiens. À croire ces rapports,
n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé. Dans un communiqué publié ce mardi 4 février, le coordonnateur humanitaire à République démocratique du Congo, Bruno Lemarcus, a lancé un appel à la mobilisation de toutes les parties pour la réouverture urgente de l'aéroport de Goma, inopérationnel depuis l'occupation de la ville par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. L'aéroport de Goma était point d'accès crucial à l'aide humanitaire, insiste Lemarcus. Je cite, « Après le combat d'une intensité que la région n'avait pas connue depuis des décennies et au lourd bilan humain, Goma fait face à une urgence humanitaire. Des très nombreux blessés nécessitent des soins urgents. Des infrastructures médicales restent débordées et de milliers de civils sont toujours privés d'assistance vitale, précise-t-il. » Bruno Lemarcus avait déjà appelé jeudi 30 janvier dernier à la reprise immédiate et continue des opérations à l'aéroport de Goma. Il insiste sur le fait que cette voie est une véritable ligne de vie. Sa fermeture empêche l'évacuation des blessés graves. Il lance donc un appel présent à toutes les parties prenantes. Je cite, « J'appelle toutes les parties à prendre les responsabilités et à tout mettre en œuvre pour une réouverture urgente de l'aéroport. Chaque heure perdue met davantage de vies à péril. L'urgence est absolue. Tous les acteurs concernés doivent agir sans délai pour permettre aux vols humanitaires de reprendre leurs opérations et garantir l'accès au secours. » La survie de milliers de personnes à 2 pas à Goma, la vie reprend progressivement. Les activités socio-économiques rouvrent timidement, mais plusieurs entités restent affectées par les effets des combats à Goma, dont les actes de pillage qui ont cible des commerces, ainsi que les organisations humanitaires, notamment les PAME, dont le plus grand entrepôt à Goma a été pillé des fois comble. Les travaux lancés ce lundi consistent au prolongement de la piste aéroportière de Beni-Mavi 20 km. Ces travaux exécutés par le gouvernement provincial du Nord Kivu sont mis en œuvre par la société de services Vumbira SSV. Après les travaux de reprofilage, suivra la construction de la couche de fondation et la couche de base dans le strict respect des normes internationales, a expliqué l'ingénieur Guissé, directeur technique de la SSV. Les travaux que nous lançons aujourd'hui consistent au prolongement de la piste aéronautique de 1 km, l'élargissement de la piste de 15 mètres sur les 30 existants. Après les travaux de reprofilage, nous allons poser la couche de fondation, la couche de base, puis la couche de roulement dans le strict respect des normes internationales. C'est le gouverneur de la province du Nord Kivu qui a lancé les travaux. D'après le général-major Somo Kakule Evariste, malgré la guerre, les projets de développement doivent toujours évoluer pour permettre à relever l'économie de la région. Ça fait 30 ans, 30 bonnes années que ça dure. Les tueries, la guerre, la misère dans ce pays, dans cette province. Ceux qui ont 30 ans parmi nous ignorent absolument ce qu'on appelle la paix et le développement. Alors, les consignes reçues du commandant suprême, chef de l'État, président de la République sont claires. On ne va plus attendre, malgré la guerre, qu'on n'oublie pas le développement du pays. C'est ainsi qu'on se retrouve ici pour, je dirais, relancer les travaux d'amélioration de notre aéroport de Beni-Mavivi. Un aéroport n'a pas de frontières. Nous le construisons pour les Congolais, mais demain, il va desservir tous les pays de la sous-région. L'aéroport de Beni-Mavivi, c'est le deuxième de la province du Nord Kivu, après celui de Goma, d'où les opérations aéroportières sont suspendues aujourd'hui pour des raisons sécuritaires. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque
la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Wazalendo continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toute cette tension, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Donc nous notons au niveau de l'administration du territoire une mobilisation tout azimut qui s'est principalement fait constater par un certain nombre de mobilisations populaires, d'actions, de meetings et de marches à travers les différentes provinces de la République. Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, l'expression de colère des Kinois a malheureusement dégénéré dans des actions négatives de pillage. Dieu merci que la police nationale congolaise, malgré tout, a réussi à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que les autorités municipales de la ville de Kinshasa ont pris des mesures pour restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa, ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Alors depuis lors et surtout la journée d'hier, nous constatons malheureusement la diffusion à travers les réseaux et les tracts dans la ville de Kinshasa appelant à des manifestations qui ne vont pas dans l'ordre de la mobilisation pour soutenir l'action de nos FARDC sur terrain. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser et les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Nous devons effectivement rester tous lucides, debout, mobilisés, sensibilisés pour venir en appui à nos FARDC qui sont sur terrain. Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs. Il faut que nos enfants aillent à l'école, que nos étudiants aillent dans les universités pour être formés, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avoir une économie qui produit pour pouvoir soutenir tout l'effort de guerre, parce que, effectivement, c'est dans la situation que nous nous trouvons. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Bukavu, la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner quelques détails de la situation générale dans cette province? La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure
qui avait déjà été identifié autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités.